Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Voici les titres du journal. Les produits de première nécessité connaissent depuis peu une flambée de prix, ce qui inquiète les consommateurs affectés. Peggy Torello, agroéconomiste, propose quelques pistes de solutions pour un retournement rapide de la situation. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue? Élément à suivre. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. Bienvenue à tous. L'indépendance financière, un concept en vogue chez les entrepreneurs et les aspirants à devenir riches. Elle se produit lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Daniel Josué et Sosa nous donnent plus de détails dans ce reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des commandeurs, des parasites. Donc si nous avons suivi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Quand vous prenez l'audiovisuel, vous prenez l'informatique, vous prenez le digital prend de l'ampleur. Est-ce que je vais vers ça en dehors de mes prédispositions? Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauczewski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens-là réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Et ce que maintenant, lui ne devient plus esclave de l'argent, c'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je veux entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi, il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire. Qu'est-ce que la population demande? Ah, voilà, je constate que les gens demandent tel produit, à tel endroit, à tel moment. Je vois que ça vient à tout moment. Mais ne vais-je pas rentrer dans cette filière-là pour voir ce que ça peut apporter? Et puisque le besoin existe, il faut le satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité.
Et parlons justement d'argent, c'est une information qui fait l'actualité depuis quelques jours. Il s'agit de la hausse des prix des denrées alimentaires de base sur le marché. Une situation qui est intervenue en ce moment où les revenus des ménages sont en pleine chute en raison de la crise économique, conséquence de la pandémie du coronavirus. Comment expliquer cette hausse? Une agroéconomiste répond à cette question et donne ici quelques pistes de solutions pour un retournement rapide de la situation. Écoutons Peggy Torello. Je crois que ça a été une situation qui, de mon point de vue, nous a surpris tous pratiquement, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle ampleur, et ça ne concerne pas non plus le Bénin seul, hein. C'est une crise un peu mondiale, mais ça va revenir à la normale. Il suffit qu'on prenne des dispositions, qu'on renforce la résilience au niveau des producteurs, la résilience au niveau des couches les plus vulnérables pour qu'on ait plus de production et donc plus de produits sur le marché, et forcément les coûts vont diminuer. Il y a aussi des mesures qu'on pourrait prendre, et ça le gouvernement est en train déjà d'aller aussi dans cette direction pour contrôler un peu les sorties trop abusives, trop incontrôlées des produits vivriers vers d'autres contrées. La PACIM a un nouveau programme régional en collaboration avec 3 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire, pour lancer un nouveau programme qui vise à accroître la résilience justement des communautés locales face aux effets des changements climatiques à travers la mise en œuvre des politiques et programmes beaucoup plus inclusifs et participatifs dans nos différentes communautés pour régler les questions de changement climatique. Et ce programme-là va être pour 5 ans. Ça va permettre d'accompagner aussi bien les collectivités locales, aussi bien les producteurs, les femmes, les jeunes, le gouvernement à pouvoir véritablement avoir tout ce qu'il faut mettre en place pour que les chocs soient plus amoindris. Vous le savez, madame, monsieur, beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien, en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, il propose désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. De jeunes Béninois s'investissent dans la fabrication du charbon bio. Edmond Mumbo et Amandine Agnan-Bossou nous amènent à la découverte. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine.
Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Place à présent à l'interactualité. Voici le point de quelques informations collectées et traitées par Rodrigue Babaguito. L'Afrique du Sud envoie de fabriquer des vaccins anti-Covid-19. Le pays a franchi lundi une première étape pour la mise en place d'un centre de transfert de technologie pour les vaccins anti-Covid à ARN messager. Le continent africain est ainsi sur une bonne voie de production de vaccins contre la pandémie du moment. Fer de lance du combat pour la levée temporaire de la propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid, le président sud-africain avertit qu'il faudra du temps pour la concrétisation de ce projet. Pour Cyril Ramaphosa, la création d'une capacité régionale de production est due au non-acheminement à temps des vaccins fabriqués en dehors de l'Afrique. La grande barrière de corail est-elle en danger? Pour l'UNESCO, la réponse est oui. Elle recommande l'ajout de la grande barrière de corail à la liste des sites en danger du patrimoine mondial. D'après l'organisation internationale, les perspectives à long terme du plus grand ensemble corallien du monde se sont considérablement détériorées et il est nécessaire de prendre des mesures pour contrer les effets du réchauffement climatique. Le plus grand écosystème vivant du monde a subi 3 épisodes majeurs de blanchissement des coraux, une conséquence des bouleversements climatiques. Le baril de pétrole ne cesse de grimper. Si ce début de semaine s'annonce quelque peu agité sur les places boursières européennes, les cours du brut poursuivent pour leur part leur marche en avant. Le baril de WTI échéance juillet gagne 0,4% à $112 sur le NYMEX, alors que le baril de Brent de la mer du Nord progresse de 0,3% à $113,3. L'or noir vient d'aligner 4 semaines de hausse, une hausse soutenue par les espoirs d'une forte demande pendant l'été. L'absence d'entente entre l'Iran et les grandes puissances mondiales en vue de relancer l'accord sur le nucléaire iranien est aussi à la base de cette ascension des cours du pétrole. C'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre de nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité renouvelée au programme de BB24.